connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Alex. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de la saison des séries un peu spéciale car 100% voix féminine aujourd'hui. Et oui, Junior n'est pas là pour cette émission duo. Totalement surbookée, il nous a confié les rênes de ce nouvel épisode sur Squid Game avec Hélène. Comment vas-tu Hélène ? Salut Alex, ça va, impeccable et toi ? Bah écoute, tranquille, hein, comme un petit dimanche matin en pyjama. À l'aube. Alors, ça me fait très plaisir d'enregistrer avec toi, même s'il n'y a pas Papa Junior. Hein. Je rappelle au passage qu'il est le créateur de la saison des séries. Et attention, je vais balancer un peu. Il doit être le seul sur cette planète à ne pas avoir vu Squid Game. Tout à fait. Et ouais. Et oui, Junior, alors, qu'est-ce qui se passe ? Spéciale dédicace Junior. Alors au passage, j'en profite pour vous rappeler que la saison des séries est sur Apple Podcast, Google Podcast, Ocha, Deezer et que vous pouvez nous suivre sur Instagram et Twitter. Alors juste avant le petit synopsis, on vous propose la bande-annonce. Vous tous ici présents, vivez sur le fil du rasoir avec des dettes que vous ne pourrez jamais rembourser. Si vous ne souhaitez pas participer, merci de nous en informer maintenant. Un, deux, trois, soleil. Comme le jeu auquel on jouait quand on était gamin. Vous avez tué ces gens! Celui ou celle qui sortira vainqueur des 6 jeux remportera une énorme somme d'argent. Alors Squid Game, c'est l'événement Netflix et en exclusivité évidemment sur cette plateforme. C'est quoi Squid Game ? C'est une série sud-coréenne de 9 épisodes qui a fait le buzz en septembre dernier. Traduction littérale, le jeu du calamar, c'est comme ça qu'on les appelle au Canada. Histoire d'un groupe d'individus endettés qui risquent leur vie dans un jeu mystérieux en plusieurs étapes. Au final, un survivant, un seul gagnant, d'une coquette somme de 45,6 milliards de won. Donc on traduit, ça fait à peu près 32 millions d'euros. Rien que ça. Alors le 12 octobre 2021, Netflix annonçait que la série comptabilisait le meilleur démarrage jamais vu sur sa plateforme, avec un total de 111 millions de visionnages en seulement 27 jours. Wow. Et ça dépasse ainsi la série américaine, La Chronique de Bridgerton, et ses 82 millions de vues en un mois. Squid Game, la série de tous les records donc. Selon toi Hélène, ces records sont-ils légitimes ? Qu'en as-tu pensé toi globalement ? Alors non, pour moi, ce record n'est pas forcément légitime, mais pas pour la série en elle-même, puisque bon, c'est pas quelque chose non plus totalement inconnu. On a quand même des choses qui ressemblaient par le passé, comme Alice in Borderland, qui n'a pas fait non plus ce score-là. Mais je pense que l'idée des jeux enfantins, ça a attiré énormément de monde parce que c'était ça qui était la particularité de cette série par rapport aux autres. Alors que là, on a vraiment des décors et des jeux enfantins. Je crois que les images, les couleurs, la bande-annonce, tu sais, présentées comme ça a dû susciter vachement la curiosité des gens, alors qu'en fait, le sujet est assez courant. La reine, comme dans Hunger Games, le sujet est assez courant, mais la présentation, le décor, l'esthétisme de la série, je pense que c'est ça qui a attiré énormément de monde. Parce qu'on ne retrouve pas non plus dans Alice in Borderland cet esthétisme, enfin, cette particularité avec les... Tu sais, moi, ça m'a fait un peu penser, je sais pas toi, mais à Casa de Papel au départ, quand je les ai vus avec leur capuche rouge. Oui.
Eh bah écoute, c'est exactement ça. Alors le costume des gardes, hein, c'est ça, je sais C'est même ça, plus si oui. on les appelle des gardes. Donc il est quand même atypique, hein, et justement je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On retrouve du rouge, une capuche, c'est la Casa del Papel. Sauf qu'ici en fait c'est pas un masque de Dali, mais c'est une espèce de masque qui mélange celui d'un escrimeur et puis un peu la tronche des mignons, hein, parce qu'ils ont une figure Oui. géométrique. Et alors au départ, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est du délire complet. Donc les mignons mais en plus dark et puis en version Casa del Papel. Donc, j'étais sceptique au début parce que je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette bande de guignols? Enfin, moi vraiment je me suis dit mais ça va pas être crédible parce que le costume il est vachement ridicule. Enfin, il fait vraiment un peu enfantin, quoi. Moi vraiment, j'avais l'image des mignons et de l'escrime, tu vois, avec un mix de Casa del Papel. Et en fait, je pense que ça fait partie, vraiment, c'est inclus dans l'esthétique avec les couleurs un peu parfois girly, parfois t'as l'impression d'être dans un jeu de Lego, des C'est ça. Playmobil, des trucs comme ça fait miniature. Ouais, exactement. C'est vrai en fait on a comme des pions en fait, des petits pions, les personnages de l'histoire sont comme sur un jeu de loi. Et puis si on prend par exemple le premier jeu 1, 2, 3 Soleil avec cette immense poupée qui a l'air Flippante. complètement immense. Flippante, la poupée D'ailleurs, flippante. il y a un des joueurs, quand il découvre la poupée, je pense qu'il fait la remarque, mais elle est Immense. énorme, enfin, elle est immense. Et alors, pour la petite histoire, cette poupée, elle trône dans un square ou dans un parc à Séoul, en statue lambda, tu vois, comme nous, on aurait du Rodin chez nous ou je ne sais qui, eux ils ont ça, quoi. Oui, ça a été exposé, elle est exposée et j'en reviens je suis d'accord avec toi sur le décor. En fait, ça fait un peu, à mon sens, hein, la présentation, donc ce déguisement là, rouge Casa des Papel, plus les dessins sur les masques, etc. Ça fait un peu penser à un animé. En fait, les couleurs, l'esthétisme fait penser à un animé. On sait que les Sud-Coréens à ce niveau-là, ils sont quand même voilà. Et je pense que t'as eu l'impression que t'allais regarder un animé, mais en vrai. Et quand tu vois la poupée, etc., tout est un peu enfantin. Et c'est ça le piège. Et c'est pour ça qu'il y a eu toute une polémique au sujet des enfants qui regardaient cette série. C'est que au niveau esthétique, si on regarde purement le visuel, ça fait série enfantine à la limite de l'animé. Donc je pense qu'effectivement, en plus c'est des jeux d'enfants, le thème en lui-même c'est des jeux enfantins, ce qui n'est pas du tout le cas quand on regarde la série, c'est complètement trash, hein, faut le dire. Mais je pense que c'est ça qui a fait le succès de cette série, c'est qu'elle était surprenante. Je pense qu'insidieusement elle te mettait dans la tête, tu vois, le rouge, la Casa des Papel, ça, tu te dis ah là là, qu'est-ce que ça va être, et inconsciemment tu fais peut-être un lien avec le succès de la Casa des Papel. Et je sais pas, je pense que dans tout ça, et moi j'ai lu un truc sur cette série et qui disait que les décors, il y a beaucoup d'images comme le cri, on voit, tu vois, il y a plein de petites images dans la série qui sont un peu des messages subliminaux qui te ramènent à des notions comme, tu vois, le décor dont tu parlais, que les escaliers de toutes les couleurs, ça fait Lego, et en fait c'est tout ça, ça appelle à d'autres notions sur des œuvres d'art, sur des trucs un peu qui sont mis un peu comme ça insidieusement, tu vois, dans les images, et qui t'amènent à ressentir une ambiance particulière. Oui. L'esthétique a un côté hypnotisant. C'est ça. Par les couleurs, en fait. T'es là, t'accroches, et puis visuellement, c'est vrai que les couleurs... Mais puis les enfants, on sait très bien dans le marketing que plus un paquet, plus l'emballage, plus l'objet est pétillant de couleurs, et plus l'enfant va être attiré. Et ils jouent beaucoup là-dessus. Et c'est vrai que concernant le côté animé, comme ça, le jeu des acteurs, il peut être un peu déconcertant pour un public qui n'aurait pas l'habitude de voir des produits sud-coréens ou japonais en général. L'expression des acteurs, elle est souvent vachement amplifiée, quoi. Mais ils hurlent beaucoup. Hein. Il faut savoir que moi, j'ai regardé pas mal. Ils crient beaucoup, voilà. Et ça fait très expressionniste sur les bords. Tu parlais du cri, etc. Et on a peut-être tous vu sur les réseaux circuler le mème du vieillard
qui est tantôt avec un sourire, le big sourire jusqu'aux oreilles, ou complètement heureux, complètement enthousiaste, ou alors tantôt fermé en boule, à deux doigts de crever, tu vois, au plus mal. Et en fait, c'est un peu ça, cette série, dans le jeu des acteurs, mais en général, c'est où t'es super enthousiaste et tu cries de joie, ou alors t'es au plus mal et t'es en train de crever, quoi. Ou tu crèves carrément. Tout à fait, toutes les émotions sont exacerbées, en fait. On ressent ne serait-ce qu'un peu d'excitation, ils se mettent à hurler, enfin... Mais ça, c'est dans toutes les séries. Et tu vois, il y en a une, par exemple, que j'ai regardée dernièrement, c'était, c'est ça, Hellbound. C'est une série aussi sud-coréenne qui est sortie récemment, là, il y a 15 jours, sur la venue des démons de l'enfer pour chercher les âmes des personnes qui avaient mal agi pendant leur vie. Et c'est à la limite du soutenable par moment, parce qu'il y a un commentateur radio qui a un masque qui fait un peu, mais qui est complètement fou, qui hurle. Ben, honnêtement, c'est difficile à supporter, à écouter, tellement c'est agaçant, quoi. Et donc... Parce que nous, en tant qu'occidentaux, enfin européens, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de jeu, quoi. Enfin, même aux États-Unis, je veux dire, il y a que dans ce cinéma-là. Moi, je regarde des séries norvégiennes, enfin scandinaves, je regarde des séries turques, je regarde des séries sud-coréennes, voilà. Et il y a nulle part ailleurs, on voit les gens crier comme ça. Et Hellbound, tu vois, c'est à la limite insoutenable. Autant dans Alice in Borderland, on le ressent quand même vachement moins. Autant là, dans Squid Game, bon, en même temps, je pense que c'est le thème qui a fait que, quoique ça ressemble un peu à Alice in Borderland, mais c'est le thème qui a fait qu'ils se mettent tous à crier comme ça, parce qu'ils sont en fait beaucoup dans un moment de panique. Le plus souvent, ils sont quand même, quand ils découvrent les jeux, ils sont quand même tous dans un moment de panique. Enfin, c'est comme on disait dernièrement, on en a discuté toutes les deux, c'est quand même la cata à peu près de tout le temps. Il se passe tout le temps des choses hyper stressantes. Il y a un suspense quand même, faut le dire, par moments insoutenable. Enfin, vraiment, c'est vraiment une série qui tient en haleine. Et leur jeu d'acteur, on voit qu'ils le ressentent vachement, enfin, on le ressent vachement fort dans leur jeu d'acteur. On sent ce stress. Et est-ce que c'est parce qu'ils sont sud-coréens ou pas? Je sais pas, mais c'est hyper bien. Enfin, pour moi, c'est hyper bien joué pour des Sud-Coréens, en connaissant leur manière, leur pratique, quoi. Oui. On pourrait croire, nous, que c'est un jeu exagéré, mais c'est leur façon de jouer. Moi, ça m'a fait penser... alors, bien sûr, il n'y a pas le son. Le néo-expressionnisme allemand, Nosferatu, etc. Donc, c'est en noir et blanc, c'est muet. Et comme c'était muet à l'époque, tu devais exagérer à fond, tu devais faire des mimiques de dingue, genre la joie avec les grands yeux comme ça, la tristesse, l'effroi avec le cri de Moon, en fait. Mais seulement, comme c'était muet, tu n'avais pas le son. Et du coup, ça te cassait moins les oreilles. Mais visuellement, ça avait un impact sur l'émotion que pouvait ressentir le public, évidemment. C'est clair que là, c'est violent au niveau sonore, quand même, faut le dire. Ah ouais. Et puis en fait, dans cette série, tout est dans l'excès ou le manque. T'as tout ou rien, donc t'as les réactions comme ça du protagoniste. Moi, je me souviens au tout début, dans le premier épisode, quand il gagne au jeu des pincettes là, à la fête foraine. Je sais pas si ça s'appelle le jeu des pincettes là, parce que le mec, il a dilapidé son fric qui devait servir pour le cadeau, entre autres, d'anniversaire de sa fille. Et donc, à l'aide d'un gamin, il arrive à choper un cadeau. Et là, le mec, mais il est, on dirait qu'il a gagné les 36 milliards de won, là, alors qu'il a juste chopé un jeu. Et il éclate de joie, et il serre dans les bras le gamin, et il hurle. Et moi, mais j'ai trouvé ça mais complètement dingue. Mais le truc, voilà, c'est que le mec, il passe de tout à rien. J'ai l'impression que c'est l'histoire de sa vie. Il gagne la blinde de fric à un jeu de paris. Et en fait, sa vie ne tient qu'à un jeu à chaque fois. Et du coup, il perd, il gagne, il perd, il gagne. Donc, il n'a que l'extrême joie ou l'extrême déception. Et il y a pas de zone grise, en fait. C'est ou tout blanc ou tout noir. Et c'est vrai que ça a un côté agaçant, quoi. Parce que ça fait un peu clairement bipolaire, on va pas se cacher. C'est les montagnes russes, sa vie, oui, c'est sûr.
Bah oui, mais totalement. Et c'est que ça. Et voilà, sa vie est un jeu et ne dépend que des jeux. Et au final, donc, il était le parfait candidat pour être recruté pour ce jeu complètement dingue. Alors, est-ce que c'est vraiment un jeu, finalement? On ne sait pas trop, parce qu'au départ, tout le monde... Ah bah, c'est une sacrée métaphore de la vie. Bah, surtout une métaphore de vous serez éliminé si le candidat qui n'arrive pas à la ligne est éliminé. C'est une sacrée métaphore de... Tu te prends une balle dans la tête, quoi. Il semblerait qu'il y ait un malentendu. Nous ne sommes pas là pour vous faire du mal, ou vous obliger à payer vos dettes. Je vous rappelle que participer à ce jeu est une chance. Une chance? Vous appelez ça une chance? On joue à des jeux de gamins et si on perd, vous nous tuez. C'est ça que vous appelez une chance? On a peut-être des dettes, mais ça veut pas dire qu'on mérite de mourir. Mais tout ça, ce n'est qu'un jeu. Vous avez tué ces gens. C'est ça que vous appelez un jeu? Ils ont été éliminés parce qu'ils ont enfreint les règles du jeu. Mais si vous suivez les règles, vous pourrez sortir d'ici et vous serez très riche. Peut-être, mais moi je veux pas mourir pour de l'argent. Je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Formulaire de consentement, article 1. Un joueur n'est pas autorisé à arrêter en cours de jeu. Et alors? Vous croyez que vous allez vous en sortir après ce que vous avez fait? À propos de la Corée du Sud, tu me disais que en fait ils sont carriéristes ou ils ne sont pas. En gros, c'est j'ai une carrière ou je ne suis pas. Quand je dis suis, c'est suivre, donc suivre le troupeau, suivre les autres dans la société, ou je suis quoi, être. Et ça, c'est très problématique dans cette société. La Corée du Sud, c'est hyper capitaliste, contrairement à la Corée du Nord qui est communiste, donc c'est un peu les deux opposés. Et la Corée du Sud, c'est hyper capitaliste et ils ont même plus de jours de travail à l'année que les Japonais. Donc c'est pire encore, il y a un rythme là-bas qui est effréné, la course au rendement. Voilà, d'ailleurs on le ressent dans la série, mon fils il gagne tant, mon fils il fait ci, mon fils il fait ça, on part aux États-Unis, enfin... en fait, là, il y a un moment, on va pas non plus spoiler, dans la série où il y a un dilemme par rapport à un enfant, et soit c'est la richesse, c'est-à-dire voilà la réussite sociale, soit c'est la famille. Et ben ils choisissent la réussite sociale. C'est un peu, on ressent l'ambiance de la Corée du Sud qui est vraiment hyper axée sur la réussite. Et c'est un peu de là que part sûrement cette idée du jeu, puisque les gens sont prêts à tout pour réussir. Et jusque entrer dans cette arène, puisque finalement c'est une arène, hein, Squid Game, entrer dans cette arène pour aller jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, bon, on va pas spoiler en donnant le contenu pas le contenu, mais le deuxième épisode, mais les gens sont pas, faut bien rappeler quand même que les gens ne sont pas prisonniers, ils ne sont pas forcés. C'est un choix qu'ils ont fait, quoi. Donc c'est ça aussi qui nous interpelle, nous, parce qu'on se dit, punaise, faire ce choix, enfin c'est... Tu vois, dans Hunger Games, elle est forcée, quoi. Katniss, on lui demande pas son avis, elle se sacrifie pour sa sœur, elle est forcée d'aller dans Hunger Games, dans l'arène. Même dans le labyrinthe, bon c'est un autre contexte, mais on leur demande pas leur avis. Même dans Alice in Borderland, on leur demande pas leur avis. Ils sont coincés là dans une réalité à part où on leur impose des jeux. Partout, dans toutes les séries qu'on voit dans ce style-là, c'est imposé, alors que là, dans Squid Game, la grosse différence, c'est que là, c'est choisi. Alors, c'est choisi oui et non. Alors, le personnage de la nana qui est complètement dingue, donc on évitera de prononcer son nom parce qu'on n'a pas fait coréen en LV2, ni en LV3, ni en rien du tout en option au lycée. À un moment, quand il est question de voter pour stopper le jeu ou de le continuer, elle dit aux autres qui veulent le stopper qu'ils sont complètement dingues. Et elle rappelle que dehors, dans le monde de dehors, ils sont tous en survie et qu'ils vivent tous comme des animaux. Et elle dit qu'en gros, survivre dehors ou survivre dans ce jeu, bah c'est crever dans les deux cas à petit feu ou soudainement, tu vois, parce que ils sont pas intégrés dans la société, ils sont rejetés, et dans le jeu, bah au moins peut-être que dans le jeu ils sont tous soudés ensemble, tu vois, ils ont tous ce point commun d'être méga endettés, méga à la dèche,
Et voilà, en fait, au final, mourir dehors ou mourir à l'intérieur, être dans la survie, souffrir dehors ou à l'intérieur, pour certains, ils voient plus trop la différence, quoi. C'est tellement la misère, c'est tellement tragique comme destin que, bah ouais, au final, ça revient au même. Et ils sont complètement déshumanisés pour dire qu'elle vit comme un animal. C'est vraiment l'instinct de survie, en fait, là. Ça te renvoie à la condition humaine, quand même, ce Squid Game. Oui, tout à fait, d'autant qu'ils sont tous, en tout cas dans le jeu, ils sont tous sur un pied d'égalité. C'est-à-dire qu'ils ont les cartes en main, ils peuvent choisir leur destin, à condition d'être un petit peu quand même plus malin que les autres, évidemment. Mais il y a un jeu très connu, bon alors les jeux, on en parle, il y a donc 1, 2, 3 soleils, donc là évidemment, quand ils découvrent, là c'est le plus violent à mon sens, puisque là ils découvrent l'enjeu du jeu, hein, puisque si vous êtes éliminé, voilà, ils n'avaient pas vu ça comme ça. Ensuite, tu as un autre jeu beaucoup plus subtil et non violent en quelque sorte, puisque à part le fait d'être éliminé, si c'est pas violent, il n'y a pas de bagarre ou quoi que ce soit, c'est le jeu des petits gâteaux en forme de parapluie, etc., qui font d'ailleurs toute la renommée de la série, puisque entre la poupée et ça, les images qu'on va passer en ce moment, c'est un peu ce petit parapluie là qui est symbolique. Bon, dans ce jeu-là, si tu veux, c'est pas violent et on sent le stress, la tension, etc. Mais ils y sont de leur plein gré, quoi. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'ils jouent volontairement parce que ils ont tous plus ou moins les mêmes chances au tirage au sort là, en l'occurrence. La poupée, ils ont tous les mêmes chances. C'est voilà, tu cours ou tu cours pas. Mais pour le coup des parapluies, là, on commence à faire des différences entre la chance que tu peux avoir au tirage au sort et celle que tu n'as pas. Ensuite, on voit quand même qu'au fur et à mesure des jeux, le pied d'égalité n'est plus le même, puisque il y a un troisième jeu qui est le tir à la corde, il me semble. Et c'est là qu'on voit apparaître, tu vois, quand ils enlèvent les mêmes chances, enfin l'égalité des chances à tous, c'est là que il commence à y avoir des discriminations. C'est-à-dire on veut pas le vieux dans son équipe, on veut pas une femme, on veut pas ci, on veut pas ça. Et tu vois, ils disent, moi ça m'a fait penser à tous les hommes naissent libres et égaux en droit, c'est-à-dire qu'au premier jeu, ils ont tous un peu les mêmes chances, tu es d'accord avec moi? Et au fur et à mesure de l'aventure, on se rend compte que non, malgré tout ce que tu es et l'âge que tu as ou les compétences que tu as font que tu n'as pas, ton destin change. Et que t'as plus les mêmes chances que les autres. Et je trouve que c'est une belle critique de la société, puisque on se rend compte qu'il y a, voilà, les horreurs de la nature humaine, tu vois, avec les trahisons, voilà. Et finalement, alors que le premier jeu est très innocent, les autres, finalement, ça amène de la stratégie, ça amène de la trahison. C'est, au fur et à mesure, tu vois les défauts et les qualités des protagonistes, quoi, de tous les gens. Au départ, il y en a un très méchant, là, on se dit, lui, c'est vraiment un salaud, etc. Et puis finalement, il se fait avoir comme tous les autres, enfin, plus ou moins, attention, il reste méchant, mais on se rend compte que lui, au moins, il l'est officiellement, tu vois. Oui. Après, c'est clair que oui, ils partent tous égaux, mais après, émotionnellement, ils le sont pas. Il y en a qui vont paniquer, et déjà 1, 2, 3 soleils, il y en a plein, on va les voir, c'est des personnages qui apparaissent que 2-3 secondes. On va juste les voir paniquer, être complètement surpris de constater l'horreur du jeu, et du coup ils arrivent plus à se maîtriser, ils stressent, ils tremblent comme des feuilles, au final ils bougent, ils se mettent à pleurer, et puis bim, c'est fini pour eux, quoi. Donc en gros, ouais, cette première épreuve, elle était quand même vachement décisive, parce que si t'avais déjà les nerfs pas bien attachés de base, c'est clair, tu passes même pas plus d'une minute dans le game, quoi. C'est vrai que oui, en fait, si t'as pas une petite partie sournoise en toi, si t'es participant ou participante à ce jeu, c'est pas possible, quoi. Tu lâches l'affaire. Et en fait, tu vois, moi, je me dis sournois, pas forcément, parce qu'en fait, quand tu te rends compte de l'enjeu, c'est de l'instinct de survie pour moi. Et en fait, on les a mis face, au bout du truc où ils sont obligés de choisir entre vivre et trahir. Parce que le héros, en fait, le héros, donc, qui s'appelle, attention, Seong Ji-hoon, le numéro 456 c'est appelé à la caisse. Non, le numéro 456. Donc, ils ont tous un numéro, bien sûr, hein, voilà. Et ils sont appelés comme des numéros. Donc, tu vois, en fait, on veut les mettre sur un pied d'égalité au départ parce qu'ils n'ont pas de nom, ils ont des numéros. Enfin, voilà, ils veulent pas faire de différence entre eux. Finalement, c'est Hong Ji-hoon qui arrive là. Au début, c'est le mec un peu, tu vois, le faux héros, quoi. Le mec complètement inconstant, comme tu disais, voilà, bipolaire, qui excessif.
impulsif, qui se comporte comme un gros ado, gamin, qui n'a pas le sens des responsabilités, absolument pas. Ni pro, ni familial, ni rien du tout. Et donc, le mec, c'est la cata. Et ce mec, on le voit grandir, évoluer, ou alors, on apprend à mieux le connaître au fur et à mesure des jeux. Et c'est pour ça que je te disais, en fait, au départ, on pense qu'ils sont vicieux, tu dis, ouais, c'est un peu de vice ou de sournoiserie, mais finalement, Song Ji-hoon, à un moment donné, il est obligé aussi, comme tous les autres, mais ça, c'est de l'instinct de survie, mais en fait, qu'est-ce que tu ferais pas pour survivre? Clair, c'est un bon gars. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu ferais pas pour survivre? C'est ça, quoi, finalement. Monsieur Song Ji-hoon, vous avez signé une renonciation à vos droits physiques aujourd'hui. Non, Song Ji-hoon, 47 ans, a étudié au lycée technique de Daehan. Ancien employé de Dragon Motors, équipe 1 d'assemblage. A démissionné il y a 10 ans lors de la restructuration. A ouvert un restaurant de poulet et un snack bar. Les deux ont coulé. Travaille en ce moment comme chauffeur. A eu une fille de 10 ans avec son ex-femme dont il a divorcé il y a 3 ans. Doit à ce jour 160 millions de won à des usuriers et 255 millions de won à la banque. Vous êtes qui? Comment vous avez eu ces infos sur moi? Il reste encore quelques places. Mais c'est clair qu'il est de loin un des personnages les plus sympas. Le mec, c'est juste un peu un gosse dans sa tête. Il a gardé son âme d'enfant. Il se réjouit pour rien. Il est triste pour rien. Il se plaint pour rien. Ouais, en fait, le mec, il est resté à l'âge d'enfant ou d'ado. Mais c'est un type sympa. Et au final, justement, il n'est pas accepté par la société parce qu'il n'arrive pas à s'adapter. Mais au final, est-ce que ça ne serait pas à la société de s'adapter aux gens qui n'ont pas envie ni d'une carrière, ni de dézinguer les autres, ni de vraiment se forcer en fait à faire des choses imposées par un monde du travail complètement impitoyable? C'est ça en fait. En fait, si tu regardes cette série, tu te rends compte un peu comme dans toutes les autres séries qui ressemblent à ce genre d'arène, c'est que ceux qui sont dans l'arène sont quand même ceux qui n'ont pas le choix. Enfin, pas le choix. Ce qu'on disait tout à l'heure, ils ont eu le choix, eux. Mais quelque part, tu l'as dit, ils ont eu le choix officiellement, mais officieusement, franchement, qu'est-ce qu'on leur propose à côté? Rien. Donc voilà, les gens qui étaient dans les arènes, même du temps des Romains, en fait, ils auraient pu sauver, etc. Mais qu'est-ce qu'ils avaient à côté? Rien. Donc ils sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, mais qui a le vrai pouvoir? Parce que tu dis, ouais, voilà, ce mec, il a quand même... Enfin voilà, à la fin, on se rend compte qu'il a des qualités, qu'il n'est pas aussi inconstant ou insignifiant qu'on pouvait le penser. Mais finalement, malgré tout ça, malgré ses qualités humaines, parce qu'en gros, c'est ça qu'on voit aussi dans cette série, c'est les trahisons, enfin les horreurs de la nature humaine, mais on voit aussi beaucoup de belles choses et des qualités humaines. Et ce mec, on ne pensait pas qu'il en serait capable, mais peu importe, même jusqu'à la fin, qu'est-ce qui compte? C'est les maîtres du jeu, c'est-à-dire ceux qui tiennent les manettes, ceux qui ont organisé ce truc, ceux qui, et sont, on voit que c'est des monstres, hein, entre guillemets, qui obligent les gens comme ça à se trucider les uns les autres, enfin, plus ou moins c'est ça, hein, parce que tu sais que si tu gagnes, tu fais perdre l'autre et que l'autre va être éliminé, hein, donc clairement c'est ça. Oui, et en fait dans les arènes, oui c'était les esclaves, les prisonniers, enfin tous ceux qui étaient encore une fois rejetés de la société les gladiateurs, de cette Rome antique, les gladiateurs, et en fait là on est clairement aussi dans une forme d'esclavage moderne. Dans le sens où la plupart de ceux qui sont candidats dans ce jeu, donc ils sont tous endettés, mais la plupart, on est d'accord, c'est ceux qui vivent de petits boulots ou ceux qui n'ont même pas eu le temps de grandir pour avoir un petit boulot ou un boulot plus prestigieux entre guillemets pour la société. On pense aux jeunes filles, hein, à Sae-byok par exemple. Attention, deuxième prénom bravo coréen prononcé, ouais, qui pour le coup n'a pas eu le temps vraiment de se former, de grandir et pour avoir une situation stable. Et donc voilà, on a un peu les petits métiers, les métiers précaires, etc. qu'on peut imaginer. Mais il y a aussi du moins il y en a un qu'on retient, c'est un grand Manitou, en fait, c'est un businessman. Et là, pour le coup, le mec, il esclavagise, on imagine qu'il a esclavagisé dans sa société, dans la société dans laquelle il bosse, ses employés. Mais en fait, il s'est fait complètement dévorer par un plus gros que lui. L'envie.
l'envie du succès. Le mec, en fait, si je me souviens bien, il a fait des magouilles, il a détourné de l'argent. Et c'est pour ça que lui, il est profondément endetté. Donc c'est un riche, certainement très riche, qui a une réussite sociale. Sa mère n'arrête pas d'en parler puisque elle croise le protagoniste et elle lui dit « Ouais, mon fils, il a réussi, etc. » Et en fait, la réussite l'a bouffé parce que être riche ou très riche, ça suffisait plus. Donc il a essayé d'aller encore plus loin, il a repoussé les limites, mais le jeu l'a rattrapé, hein, le jeu de l'argent l'a rattrapé du business. Et lui aussi, il est devenu son propre esclave. Il est complètement anéanti. Et au final, il a les dents longues. Il fait partie des candidats qui a les dents les plus longues. Et il est sournois, il est manipulateur. Il crée des alliances qu'il ne va pas hésiter à couper comme ça. C'est un traître. Ouais, si tu coupes le fil, oui, en fait, c'est des... Il utilise les autres joueurs comme des marionnettes un peu, et puis hop, quand il en a marre, quand il veut plus jouer avec eux, toujours le jeu, hop, tu coupes les fils, et puis hop, ta marionnette, elle tombe, hop, éliminer la marionnette, et puis toi, tu restes là, et puis t'es content, et puis t'as utilisé les autres pour ton pouvoir à toi, pour asseoir ton pouvoir et ton succès. Mais en fait, c'est tellement une allégorie de la vraie vie, quoi, tout à fait. Du capitalisme... Qu'il soit asiatique ou pas, hein. Aux États-Unis, c'est le même délire, hein. C'est le même game. Ouais. Et d'ailleurs, tu vois, on voit, il y a un peu tous les, comme tu disais, les types de destins qui sont représentés. Forcément, en 456 joueurs, il y avait l'occasion de faire un peu, un beau mélange. On a aussi une des, donc Sae Byok dont on parlait tout à l'heure. C'est une réfugiée nord-coréenne apparemment qui attend de faire venir sa famille. Donc tu vois, il y a les migrants parce que c'est une forme d'immigration. Après, t'as Abdul Ali, qui est un homme adorable, qui est avec sa femme, et eux, ils veulent aller, je sais plus où, en Australie, je crois, ou je sais pas, ils veulent aller quelque part, ou, enfin, bref, ou faire venir sa famille, ou envoyer de l'argent, enfin, voilà, t'as tous ces destins-là, t'as une gamine qui était placée à l'assistance publique, qui a été mise dehors, violée et tout, parce qu'elle est orpheline, t'as une femme, qui a perdu tout son argent, qui a un enfant à élever, qui est toute seule avec son enfant, et qui galère. T'as des gens, même des couples entiers qui sont là parce qu'ils sont endettés. Et en fait, on comprend que celui qui tire vraiment les ficelles, c'est l'argent. L'argent et ceux qui le possèdent, du coup. Mais c'est l'argent, en fait, c'est ça. Et il y a quand même des choses dans cette série, pas mal de thèmes qui sont abordés, par le thème de l'argent dont on vient de parler. Il y a aussi celui du vol d'organes, parce qu'à un moment donné, on les utilise, mais comme de la chair à canon, et à la fin, quand ils sont morts, quand ils ont été éliminés, en tout cas, il y a une organisation qui vient leur prélever leurs organes, quoi. Enfin, les gens sont vraiment pris pour comme des vulgaires animaux, quoi. Et encore, c'est même pire que ça, quoi. Et non, c'est vraiment comme tu dis, la satire de la société actuelle et mondiale, hein, finalement. À part dans les pays communistes, on ne voit pas grand-chose parce qu'on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe là-bas. Mais là, la Corée du Sud, punaise, tu te dis, c'est vraiment... c'est limite le pire que j'ai vu, moi, personnellement. Oui, c'est poussé à l'extrême, en fait. Mais justement, cette série, elle a été faite, je pense, pour faire réagir dans ce sens-là. Pour montrer tous les torts et toutes les dérives qui existent et que nous vivons, en fait. Parce que le trafic d'organes, ça existe, hein. En Amérique du Sud, c'est plus un... Et puis, il n'y a pas qu'en Amérique du Sud. Tu peux te faire kidnapper comme ça, et puis on te relâche dans la rue, et puis hop, t'as un rein en moins. Tout va bien. Oui, quand on te relâche dans la rue, quoi. Oui, quand on te relâche dans la rue. Mais toutes ces dérives existent, en fait. Et on avait fait un petit parallèle comme ça, hors antenne. Comme si on était à l'antenne. Sur TF1. Avec La Servante écarlate, en fait. La Servante écarlate qu'on a adorée, qui est une dystopie, et qui reprend tous les travers, tous les trucs qu'on a fait subir à des femmes, et qu'on a vraiment fait subir à des femmes selon des époques différentes, selon des pays différents. Toutes les horreurs que subissent les femmes ont existé un jour ou l'autre, ou existent encore aujourd'hui dans certaines sociétés. Et c'est un peu pareil, en fait, pour Squid Game, en fait. Le trafic d'organes, ça existe. Les arènes, le jeu du cirque, ça existait dans l'Antiquité romaine. Et on se demandait aussi, est-ce que ça n'existe pas sous une autre forme aujourd'hui? Ouais, Fight Club. Et par exemple, quand tu penses à
Bah oui, et puis quand tu penses aussi à la télé-réalité, quand tu es derrière ton écran et que tu vois une bande de, je sais pas moi, 10, 15, 20 personnes en train de se bouffer la gueule, en train d'être votées par les autres pour se faire éliminer. Koh-Lanta. On pense à Koh-Lanta, on pense à Secret Story ou je sais plus quoi, Love Story, enfin, je suis pas spécialiste, mais ça me parle quand même. Tu te dis, bah oui, t'es là, t'es spectateur, tu regardes des gens se faire, se bouffer la tronche, se faire éliminer comme ça de manière totalement arbitraire, et c'est symptomatique en fait du monde d'aujourd'hui, quoi. Le 21e siècle est complètement, marche sur la tête, clairement. Ouais, t'as raison, c'est de l'arène en fait. On est des pions, on se voit, on se regarde les uns les autres, on se juge, on se critique, on s'élimine, on se zappe. On se bloque. On se bloque, oui. Et d'ailleurs, tu vois, là, comme tu parlais, les arènes modernes, là, donc, qui sont quand même pas comme Squid Game, il n'y a pas la mort physique à la fin, mais parfois ça peut être la mort sociale aussi des gens, puisque leur vie privée ou des choses comme ça, ou la moindre réflexion qu'ils vont faire, ou quand ils passent à la télé, on les voit qui se font massacrer sur les réseaux sociaux. Donc en fait, tu vois, ils se font pas massacrer en vrai d'une balle dans la tête comme dans 1, 2, 3 Soleil, mais enfin, je pense que tout le monde a vu quand même, tout le monde est un peu au courant de ce qui se passe dans 1, 2, 3 Soleil, c'est le premier jeu. Après, on va pas dévoiler les autres qui sont un peu dans le même esprit, sauf qu'à la fin, finalement, c'est même plus les organisateurs des jeux d'arène. Donc, tu vois, on pourrait reprendre ça pour n'importe quoi, qui éliminent les candidats. C'est que les candidats, par esprit de survie, s'éliminent les uns les autres, quoi. On en arrive là où c'est le pugilat, quoi. Et comme tu dis très justement, les gens là dans les réseaux sociaux maintenant, on voit dans les jeux comme Koh-Lanta où les candidats se font massacrer socialement, insulter. Enfin, c'est un peu le comment on appelle ça. Ils subissent du harcèlement complètement. Ouais, c'est ça, quoi. Puis ils se font massacrer à coups de cailloux. Voilà, c'est de la, qu'on appelle ça. Quand on se fait tuer à coups de cailloux, c'est de la se faire lapider. Lapidation. La lapidation. Voilà. Oui, c'est ça en fait. À chaque haters qui va venir mettre un truc dégueulasse en commentaire, ouais, c'est clairement t'es sur la place publique et puis ou alors t'es sur scène. Tu reçois des tomates dans la tronche ou des cailloux si tu es sur la place publique et ça renvoie à des époques où ça se faisait. L'arène. Le pouce en bas. Ouais. Le pouce en bas, quoi. Le pouce en bas, le pouce voilà, en l'air. C'est exactement ça. Donc en fait, on se rend compte que les réseaux sociaux, c'est un peu finalement la société s'est transformée en arène géante où le lieu finalement où se passe le combat, peu importe, ça peut être dans ta vie de tous les jours, ça peut être à ton boulot, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être tout juste. Et comme ça suffit pas, ils font en plus des émissions, tu vois, où finalement, bah voilà, les gens se font lapider à la fin, que ce soit là dans Squid Game, c'est juste une parodie, mais finalement, comme je te disais hier, on n'en sait rien. Si ça se trouve, ça existe pour de vrai, on n'est pas au courant. Mais attends, mais écoute, dans notre vie quotidienne, on nous demande de juger, de critiquer tout et n'importe quoi. Un petit exemple à la con, quoi. Il y a quelques jours, je devais aller, j'étais dans un centre commercial, je devais aller dans les toilettes publiques de ce centre commercial. En sortant, je me trouve devant une borne, d'accord, avec un bouton rouge, un bouton vert de satisfaction. Donc on me demandait, en gros, si t'avais bien fait pipi, ce petit séjour, ce petit séjour de pause pipi de quelques minutes dans ce. Mais c'est exactement le même bouton rouge, le même bouton vert qu'on retrouve dans le jeu Squid Game quand on demande aux participants de rester ou pas dans la partie. Et c'est aussi le bouton rouge et le bouton vert que... alors, comment il s'appelle le protagoniste, là, déjà? Je ne sais plus. Attends, je l'ai noté quelque part, oui. Seong Ji-hoon. Quand il sort, je pense, du pari sportif, on lui demande de voter, en fait. Comment il a trouvé ce jeu? Oui. Alors qu'en fait, c'est lui. C'est avec lui qu'on joue. Donc, lui, il joue. Mais on joue avec lui, on joue avec son fric, on joue avec ses émotions, on joue clairement avec sa vie entière, en fait. Et c'est ça. Et ce truc de satisfaction quand tu sors d'un magasin ou quand tu sors de ta pause pipi sur l'autoroute ou dans un centre commercial. Ouais, le bouton rouge, le bouton vert, et il n'y a pas de entre les deux. Ou alors, oui, des fois, tu as des nuances, tu as le bonhomme qui est triste, le bonhomme moyen et le bonhomme méga heureux comme le vieillard non, mais en fait... dans Squid Game, justement. Il n'y a pas de nuance. C'est ça le problème. On est dans une société qui nuance de moins en moins. C'est tout cool
ou tout horrible, quoi. Voilà, et en fait, là, le principe de Squid Game, qui est original aussi, dont on parlait dès le départ, c'est que ça part sur des jeux d'enfants. Et on se rend compte que le jeu, en fait, ça ne s'arrête jamais, même à l'âge adulte. Sauf que il y a eu une polémique là, avec des enfants qui se mettaient des claques dans les cours de récré. Parce qu'en fait, finalement, la limite, quand les jeux d'enfants se terminent par t'as perdu, bon, il y en a un qui pleure et tout, puis ça se finit bien, on passe à autre chose. Est-ce qu'on se rend compte que les jeux des adultes dont tu parlais tout à l'heure, la société, hein, tu perds ton boulot, tu le gardes, on en arrive limite parfois à ce genre d'enjeu, c'est-à-dire que dans les jeux d'adultes, il y a un enjeu qui est différent, mais c'est quand même encore, t'as l'impression que c'est quand même encore du jeu. Donc ils ont montré que le jeu ne s'arrêtait jamais dans la vie, sauf que c'est l'enjeu à la fin qui change, comme on dit. Il y a une expression aussi, les jouets, on en a toujours à l'âge adulte. La seule différence, c'est la taille du jouet, c'est-à-dire la petite voiture quand t'es un petit garçon et le gros 4x4 quand t'es un adulte, quoi. Mais le jeu ne s'arrête jamais. Et c'est un peu ce qu'ils ont montré, ça s'arrête qu'avec la mort finalement. Pour la petite histoire, petite anecdote, juste avant les vacances de la Toussaint, ma fille me montre alors ma fille n'a que 6 ans, elle me montre dans son carnet de correspondance liaison, là je sais plus trop comment ça s'appelle selon les écoles, le directeur avait mis une note d'information pour nous informer que certains enfants dans la cour de récré, donc une école primaire, hein, jouaient à 1, 2, 3 soleil façon Squid Game. Et moi, je venais de regarder la série, si tu veux. Donc, je me dis, punaise, mais ma fille est exposée à ça. Potentiellement, on peut lui demander de jouer à 1, 2, 3 soleil. Et puis, si elle perd, hop, c'est une baffe dans la tronche. Et donc, le directeur rappelait aux parents, non, ne mets pas ses enfants devant Netflix et surtout devant Squid Game. Enfin, on marche sur la tête. On est d'accord, on parlait des couleurs qui étaient alléchantes pour les enfants, etc. Mais là, justement, là on est clairement dans une société qui n'est plus du tout dans les limites. Si n'importe quel humain de n'importe quel âge peut se retrouver devant ce genre de produits télévisuels, c'est qu'il y a clairement un problème. Et puis justement, le fait que certaines personnes, alors même si il n'y a pas que les enfants, il y a des ados, il y a de jeunes adultes ou même des adultes qui s'amusent à recréer les jeux de Squid Game sur les réseaux sociaux, ils se filment, ils recréent le jeu avec le biscuit, on les voit faire d'autres jeux de la série. Mais c'est là, en fait, quand s'arrête le jeu, bah, pour certains, jamais. Et comme tu disais, c'est la mort qui va venir arrêter. Parce qu'ils ne font pas la différence entre, oui, je regarde quelque chose, potentiellement, j'essaye d'avoir une réflexion et de me dire que c'est clairement une critique et qu'on est tous concernés. Parce qu'on a tous déjà agi de manière un peu enfantine. Tu vois, juste appuyer sur un bouton rouge ou vert juste pour donner ta satisfaction, c'est justement jouer à ce jeu de critique alors que tu peux très bien ne pas le faire. Mais c'est juste qu'on te l'impose un peu. Tu vois, quand tu te retrouves avec la borne devant toi et limite, c'est tu appuies sur un des deux boutons où tu peux pas sortir, limite parce qu'on te le pose vraiment à la sortie. Tu vois, donc on te l'impose. Mais en même temps, toi, t'as pas assez de recul ou alors t'es pressé et t'appuies bêtement parce qu'il y a des trucs que tu fais machinalement et parce que t'es devenu un pion. Parce qu'on te demande sans arrêt, on te sollicite. C'est comme quand tu reçois des mails et que tu viens d'acheter, je sais pas moi, une nouvelle machine à laver et qu'on t'en demande avec de l'enquête de satisfaction ce que t'en as pensé alors que
tu voudrais un peu qu'on te foute là. Mieux que ça, Alexandra, quand tu achètes une machine à laver, après dès que tu allumes ton téléphone, ton ordi, il y a plein de machines à laver partout qui se baladent sur ton écran. Ah, oui. Mais alors tout ça, ça s'appelle actuellement, ça a un nom, ça s'appelle la démarche qualité. Et ça fait partie de toutes les entreprises et tout le monde est obligé maintenant d'avoir une démarche qualité qui est imposée par l'État. Donc finalement, c'est pas un jeu de la population, les gens ne choisissent pas la démarche qualité, elle est imposée actuellement par l'État. Et là, si tu veux, la démarche qualité, ça suppose quoi? Ça suppose la critique. Et la critique, ça suppose aussi la dénonciation. Et la dénonciation, ça suppose aussi qu'on va féliciter au rendement, puisque celui qui va dénoncer, celui qui fout rien, ça veut dire qu'il fait son travail à sa place. Enfin, tu vois, ça c'est la société actuelle où le travail, la réussite est récompensée et où quand on t'a tapé vert sur ton bouton plusieurs fois pour te récompenser pour ton travail, ça s'appelle sous couvert d'une démarche qualité en disant on veut bien faire, hein, on se rend compte que c'est de la dénonciation et on pousse les gens de plus en plus loin, quoi. Mais bon, après, c'est sûr que c'est qu'une série, voilà. On se rend compte quand même que ça a eu des conséquences dans les cours de récréation, ok, donc ce qui est pas tout à fait normal. Oui. Bon, maintenant, il faut quand même dire pour cette série, pour un peu plus de légèreté, là, que c'est quand même drôle. Enfin, moi, il y a des moments où j'étais morte de rire. Il y a vraiment eu des scènes super rigolotes où je me suis repassée plusieurs fois tellement je me suis tapé une barre. Enfin, donc c'est quand même une série super agréable. Enfin, moi, si je veux faire une petite conclusion personnelle, c'est ça. C'est que c'est une série super agréable avec, tu vois, les décors sont vraiment enfantins, rigolos et tout. Enfin, c'est atypique. Même si c'est très noir, comme on l'a dit, c'est vraiment la noirceur qui est présentée de façon enfantine, rigolote. Bon, il y a des trucs un peu... Oui, et c'est clairement dédramatisé. En fait, c'est aussi ça le but du jeu, et c'est pour ça que ça plaît. C'est complètement dédramatisé. La violence banalisée, oui, ça fait partie de cette série. Je pense que le succès de cette série, c'est aussi le mélange de genres. Oui, on a des destins tragiques, c'est parfois dramatique. On le disait tout à l'heure, c'est clairement une satire de la société. Tu disais que tu avais beaucoup ri. Moi aussi, j'ai ri à certaines scènes, notamment aux toilettes, par exemple. Et on est clairement des fois dans le registre de la comédie. On a parfois l'impression d'être dans un jeu vidéo aussi. Y a une des petites musiques comme ça qui revient souvent dans la série, mais c'est clairement, tu penses à Mario, quoi, Super Mario, tu vois. Et t'es parfois aussi dans un film de guerre, t'as l'impression de voir une guérilla, quoi. C'est sanglant, des fois ça fait thriller, tu sursautes, c'est effrayant. On se posait aussi hier la question, alors dystopie ou pas dystopie, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais il y a aussi cet aspect de, oui, mais il y a des trucs qui existent, et il y a des choses qui n'existent pas encore, mais qui sont sur le point de nous envahir. Et c'est aussi parfois très psychologique, donc on est des fois aussi dans le thriller psychologique, t'es là, t'es en haleine, c'est le suspense, tu te dis mais mince, qu'est-ce qui va se passer, t'es là, t'es stressé sur ton canapé, et puis voilà, ça te tient en haleine. En fait, moi j'ai pas regardé bout à bout comme toi. Je pense que toi, si je me souviens bien, tu as tout vu ou presque. Oui. T'as enchaîné les épisodes. Il y en a 6, hein, c'est ça. Voilà. J'ai fait les 6. Il faut savoir que toi, t'as le cœur beaucoup plus accroché que moi. Moi, je suis une petite sensible et j'avoue, j'ai dû faire quelques pauses des fois qui ont duré plusieurs jours entre un épisode et le suivant. Parce que c'était un peu trop chargé pour moi. J'ai facilement peur, j'ai peur des films d'horreur, je stresse facilement, donc moi ça m'a, plus que rire, ça m'a quand même bien fait stresser. Et en fait au final cette série elle est inclassable. Et c'est certainement ça aussi qui fait le succès de cette série. Oui, alors on vous rappelle donc que cette série est disponible exclusivement sur Netflix. Alors le 9 novembre dernier, le réalisateur Hwang Dong-hyun, j'ai pas trop écorché, j'espère, donc a annoncé officiellement une saison 2. Mais alors attention, faudra être patient parce que c'est toujours en cours de discussion, rien n'est encore tourné, le tournage n'a pas encore commencé, etc. Donc voilà, il y aura une saison 2, ça a été annoncé officiellement, mais il faudra patienter au moins, je pense, 1 an ou un peu moins d'1 an. Mais quand tu vois la fin, tu te doutes. Oui, c'est clair que la fin, elle est un peu what the fuck d'ailleurs, on n'en a pas parlé parce qu'on veut pas spoiler.
Donc voilà, la saison des séries, c'est déjà fini. Merci Hélène pour cette magnifique collab. Merci Alex, en pyjama, c'était sympa. Ouais, c'était sympa. À bientôt, j'espère, pour un autre épisode à deux ou peut-être avec Papa Junior qui reviendra certainement et qui vous prépare pas mal de surprises. Alors, pour rappel, vous pouvez vous abonner à notre Insta et à notre Twitter pour nous aider à faire grandir ce podcast. Je vous dis au revoir et à la prochaine pour de nouvelles séries.